For our next lecture, I'm happy to invite on stage Didier Hendricks. He's the Public Affairs Manager of Gas.be, and Mathieu Schmidt, Project Leader for Biomethane at the association Valbiom. They will present the results of a study on the potential for the injection of biomethane in Belgium and will describe what the next steps should be. In terms of brand new information, ladies and gentlemen, this is a scoop. Bonjour. Alors voilà, il nous a semblé important de venir avec un petit rappel sur les gaz renouvelables parce qu'il y a beaucoup de gaz renouvelables différents. On s'y perd un petit peu et donc voilà, on vous propose ici un petit rappel. Donc on va parler par exemple, quand on parle de biogaz, de digestion anaérobie. Il s'agit là d'une fermentation sans oxygène qui va produire dans ce qu'on appelle le biogaz. Donc c'est important de comprendre que quand on parle de biogaz, on parle bien d'une origine par digestion anaérobie. Donc, comme je viens de le dire, cette réaction va produire du biogaz, ce méthane et ce dioxyde de carbone. On va pouvoir le purifier, notamment en retirant le dioxyde de carbone et ainsi atteindre les degrés de qualité d'un gaz naturel. Donc on appelle ça le upgrading ou purification en français. Et on va ainsi atteindre le méthane renouvelable. Le dioxyde de carbone qui va être retiré est généralement relâché dans l'atmosphère. Alors, j'ai parfois les commentaires de me dire, du coup, vous rejetez du dioxyde de carbone. Oui, sauf que ce dioxyde de carbone a été capté par la photosynthèse des végétaux, généralement qui ont été méthanisés, quelques mois auparavant uniquement. Donc, on est sur un cycle de renouvellement du dioxyde de carbone très court, généralement de moins d'un an, ce qui nous permet d'affirmer et de conclure que le biogaz est bel et bien une technologie neutre en CO2 de ce point de vue-là, et non pas émettrice de CO2. Alors une deuxième voie qui existe, c'est la gazéification ou pyrogazéification, donc pyrolyse, gazéification, cette fois-ci plutôt de résidus ligneux, boisés. On va produire ce qu'on appelle du syngaz, essentiellement composé d'hydrogène, de monoxyde de carbone, également du méthane et du dioxyde de carbone. Ce gaz, généralement, est valorisé en moteur de cogénération pour faire de l'électricité et de la chaleur. Dernier type de gaz, le gaz qui va venir de sources d'électricité renouvelables et généralement intermittentes. Il y a donc des excès de production électrique qui peuvent arriver par moment sur les réseaux. À ce moment, une solution dont on parle énormément maintenant est de passer par du power to gas, donc de faire de l'électrolyse de l'eau grâce à cette électricité, suite à quoi on va produire de l'hydrogène renouvelable, donc ce qu'on appelle du green hydrogen, et celui-ci peut être utilisé en tant que tel, voire sera injecté ou peut déjà être injecté dans les réseaux de gaz naturel dans certaines proportions. Maintenant, si on rajoute une pièce supplémentaire, la méthanation, eh bien, on peut recombiner tous ces types de gaz vers un vecteur énergétique commun qui va être le méthane. En recombinant donc hydrogène et dioxyde de carbone, alors par voie biologique ou par voie thermocatalytique. Alors l'étude que l'on vous présente aujourd'hui, donc ça là, vous avez vraiment le panorama, donc tout un tas de gaz dans lesquels on se mélange parfois. L'étude qu'on va vous présenter, elle porte bien uniquement sur le biogaz de digestion anaérobie qui va pouvoir être purifié, devenir du méthane renouvelable et être injecté sur les réseaux de gaz naturel. What is injected biomethane? Wat is injecteerbaar biomethaan? Dus eerst is het ruwe biogas. Het is beter zo. Oké. Ruwe biogas. Dan u kunt die ruwe biogas upgraden, dus u verwijdert de CO2 of andere componenten die niet gewend zijn, waterstof, sulfide of water. En dan u moet een gasgrid hebben dat genoeg opnamecapaciteit heeft. Dus voilà. Wat is het potentieel in Europa en België? Dus je ziet hier een uittreksel van een studie van Navigant. U ziet dat... Wacht, voilà. U ziet dat die
hernieuwbaar gas vanuit biogas, dat kan worden gebruikt, ook wij weten dat, meestal voor transport, industrie, ook voor verwarming, elektriciteitsproductie. U ziet in die studie dat het potentieel van anaerobe vergisting is 667 terawattuur. Dat is een mooie volume. Dat vertegenwoordigt 23% van het geheel van hernieuwbaar gas in Europa. Je moet ook weten dat in Europa bijna 32% van die biogas is afkomstig van gewassen. Een derde, min of meer, enfin meer dan een derde van afval. Het verhaal is anders in België, je zult het zien. Het is voor. Voilà, alors après ce chiffre sur le potentiel européen, on est ici essentiellement pour vous parler du cadre national. Donc un petit rappel méthodologique, parce que bon, on voit beaucoup de chiffres, peut-être qu'on prend trop souvent les chiffres tels qu'ils viennent sans bien en comprendre la méthodologie et surtout les hypothèses qui se cachent derrière. Donc ici un petit rappel sur comment on a procédé pour déterminer ce potentiel de biogaz. Donc, comme vient de le rappeler Didier, pour faire du biométhane, il faut d'abord du biogaz. Donc, on va d'abord regarder le potentiel total de biogaz. Alors, ce biogaz, on va pouvoir le produire à partir de déchets ou de résidus, disons, existants. La majorité trouve leur origine dans le monde agricole. On a tous les effluents d'élevage, les lisiers, les fumiers animaux. On va avoir des résidus de culture, par exemple des pailles qui sont générées en grande quantité sur des cultures de froment, par exemple. On va avoir des boues, on va avoir des déchets d'alimentation, pour ne citer que les plus grandes catégories. À cela, on va ajouter une production de biomasse qui est possible à obtenir, qui est possible à développer. On parle beaucoup de cultures intermédiaires au niveau européen. On a aussi un potentiel d'amélioration de la productivité des prairies, par exemple. Et donc, on peut imaginer d'alimenter les vaches et ensuite, en optimisant, en faisant bouger aussi quelques curseurs sur la réglementation de fertilisation, etc., on peut espérer améliorer la production et que ce surplus de production vienne alimenter la biométhanisation. L'Irlande, par exemple, qui a énormément de prairies, mise beaucoup sur cette piste-là. Une fois qu'on a ces deux grandes sources, on a ce qu'on a appelé le potentiel théorique amélioré. Alors pourquoi théorique? Parce qu'il ne tient pas encore compte de certains critères de faisabilité technique, par exemple, critères environnementaux, et puis aussi des usages de la profession. On sait par exemple que les pailles ne vont pas être mobilisables à 100%. Les agronomes et les agronomes de conservation vont dire, voilà, on va laisser une proportion de paille absolument sur les sols parce que c'est nécessaire pour la bonne santé du sol. Donc on va appliquer à ce potentiel un taux d'utilisation. Alors, ce taux d'utilisation, il va venir un petit peu des experts du métier. Il va venir, donc, comme je viens de le dire, d'aspects techniques et autres. L'aspect peut-être qui concerne le moins, c'est l'aspect économique, et je y viendrai tout à l'heure en parlant des coûts de production du biométhane. Une fois qu'on multiplie donc ce gisement théorique amélioré par un taux d'utilisation de mobilisation, on arrive à un potentiel réaliste. Donc à ce moment, on a vraiment le biogaz total que l'on peut produire en Belgique. L'objet de l'étude étant de voir quelle quantité de biométhane serait produisible et injectable sur les réseaux de gaz naturel. Il nous faut maintenant localiser ce gisement, parce que ce biogaz, on ne va pas le transporter sur des kilomètres, enfin sur des dizaines ou des centaines de kilomètres. De même, les matières organiques ne vont pas se déplacer parce que c'est anti-économique de prendre une paille ou un lisier et de l'emmener à 60 km de là où se trouve la consommation de gaz. Il nous faut donc superposer la carte de localisation du gisement avec la carte des réseaux de gaz naturel. Donc voilà, c'est un travail qu'on a fait avec un logiciel cartographique. Je ne rentrerai peut-être pas dans le détail de comment on a calculé les capacités d'absorption du réseau de distribution. Je pense que ça prendra un petit peu de temps, mais on pourra en parler plus tard si vous le souhaitez. Et donc, une fois qu'on fait cette superposition, on arrive à ce qu'on appelle la part injectable de biométhane en Belgique. Et donc, les résultats.
Dus we zijn met een potentieel van 15,6 terawattuur. Dat betekent 9% van het huidige gasverbruik in België. Wat is belangrijk te weten is dat het is een evenwichtiger verspreiding in België, dus Wallonië en Vlaanderen, quasi 50%, en dan een stuk nog voor Brussel. Wat is ook opmerkelijk is dat moet opmerkelijk zijn, maar oké. Er was normaal hier een cirkel rond de Aspengouw tot Henegouw, dus met de zone met het meest potentieel. En dan ook, u ziet, West-Vlaanderen, daar is er ook een grote potentieel. Dat zijn de twee belangrijkste zones, zullen wij zeggen, in België. Ja, voilà, dat werkt nu. Wat is ook van belang is dat we zijn nu met een potentieel van bijna 70% dat injecteerbaar is in de huidige gasdistributienetten. Dat is een hoog percentage ten opzichte van de andere Europese landen. Ik denk dat het gemiddelde is 40 of 50, la moyenne pour les autres pays européens d'injection, 40 à 40. U moet ook weten dat de studie is beperkt in zijn omvang. We hebben niet rekening gehouden met de rechtstreekse injectie van biomethaan in het transportnet, maar ook met de terugvloeiing van het distributienet naar transportnet. En dan ook die vervoer van grondstof van ene punt naar een andere punt die daar dichter bij het net is. Dus dat betekent dat we kunnen ruwe schattingen nog misschien 5 à 5, 6, 7 terawattuur bijvoegen aan dit potentieel. U ziet hier in België is het anders qua verdeling grondstoffen. We hebben in België meer dan 2/3 gewassen. U ziet voor Europa was het 2/3 en 63% afvallen. Wat zijn de belangrijke sectoren, zo gezegd? U ziet, landbouw is 80%, dus dat is echt de belangrijkste sector. Dat wil niet zeggen dat de andere sectoren verwaarloosbaar zijn, maar de andere sector is bijvoorbeeld sludge, dus slibben, dus waterzuiveringsinstallaties, maar ook weides enzovoort. What about the production cost? It's for you. Voilà, Didier me laisse les sujets les plus sensibles. Donc le coût de production, voici. Voilà, ici on a un graphique. Alors, ce graphique il est assez simple. Donc on a étudié, donc, comme on est sur une production délocalisée de plutôt petite échelle par rapport au gaz naturel, on a des économies d'échelle assez importantes. Donc il est important, quand on fait cette évaluation du coût, de la faire en fonction de la taille de l'installation de biométhane que l'on va développer. Cette taille, on l'exprime en biométhane, généralement en capacité d'injection en mètres cubes de méthane à l'heure. Donc voilà, donc on a des échelons de 0 à 1000 qui ont été évalués. Pour ceux qui ont des références en biogaz, en application cogénération électrique, donc 1000 normomètres cubeurs, ça correspond environ à 4 MW électriques. Donc on est sur des grosses, voire très grosses installations. Et donc le chiffre, les coûts de production, vous voyez qu'ils oscillent depuis des petites tailles à peu près à 100, un peu plus, euros par mégawattheure. Alors ce sont des chiffres qui excluent les subsides à l'investissement. Et puis, à grande échelle, on va descendre un peu en dessous des 80 € le mégawattheure. Vous voyez que l'indice, le ZECAL 20 du 17 octobre, était de 17 €, donc on est très nettement au-dessus des prix du gaz naturel. Donc ce qu'on tire de ce graphique comme information, voilà, c'est que le coût de production du biométhane, il est à la grosse louche 4 fois supérieur au prix du gaz naturel. Alors nous, on a fait cette étude sur la Belgique. D'autres études au niveau européen concluent à peu près la même chose, 3 à 4 fois, c'est à peu près l'estimation.
Ce qu'on voit aussi, et c'est peut-être plus une surprise, c'est qu'on a des économies d'échelle assez faibles à attendre du biogaz, et je vais expliquer tout de suite après pourquoi. Et donc la conclusion de ça, c'est que d'autres revenus seront nécessaires pour remplir cet écart, pour combler cet écart. Et j'y viendrai aussi parce que ça, c'est la bonne manière de voir le biogaz, c'est de le voir dans sa globalité. Oui. Ce que tu peux rajouter, c'est que dans les projets pour 2020 en Belgique, les 3 projets qui seront opérationnels en 2020, on est au-delà de 500 neuromètres cubes par heure. Donc ça signifie qu'on s'oriente vers des gros projets, c'est la situation actuelle. Le projet d'IOCA, n'est plus chez Frantête, mais on se situe aussi dans cette fourchette-là. Oui. Enfin, IOCA, je crois, est plus petit, mais c'est un cas différent dans le sens où c'est du traitement d'ordures. Voilà. Ici, peut-être, oui, ce que je n'ai pas précisé, mais c'est écrit ici, c'est qu'on est bien sur un cas de modèle de biogaz agricole. Pourquoi ce cas-là? Alors, je reviens peut-être tout de suite en arrière très vite. Voilà. Comme l'a dit Didier, 80% du potentiel, c'est du potentiel agricole. Il nous semble donc logique d'évaluer le cas plus spécifique du biogaz agricole qui représente le gros du potentiel. Ça ne veut pas dire que le reste n'est pas intéressant, bien au contraire, mais ce sont des cas plus minoritaires sur le potentiel total. Alors, une fois qu'on a vu ça, on peut se demander, mais est-ce qu'on peut attendre des améliorations? On entend parler d'énergie solaire, les rendements des panneaux sont peut-être à 15 ou 20%. Certains disent un jour on aura 30%, en laboratoire ils obtiennent 50%. Est-ce qu'on peut attendre des ruptures technologiques pour le biogaz qui annonceraient des baisses de prix importantes? Donc, pour répondre à cette question, je vous propose de voir en 3 grands postes quelle est la distribution des coûts de production du biométhane. Le premier poste de coût, c'est le CAPEX, enfin le premier qui apparaît ici, mais c'est le moins important, c'est 30%. Ça veut dire qu'on est sur des technologies qu'on va appeler fuel-driven, et donc on n'est pas sur des technologies comme de l'éolien ou du photovoltaïque, où le gros est à l'investissement initial, et les coûts de fonctionnement ensuite sont moindres. Si en biométhanisation, le CAPEX, c'est moins d'un tiers du total. Vous comprenez donc que même s'il y a une rupture technologique importante et qu'une unité de 1000 normomètres cubeurs coûte en 2030 2 fois moins que ce qu'elle coûte aujourd'hui, à supposer, ce qui a priori n'arrivera pas, on diminuerait malgré tout que de 15% le coût final de l'unité d'énergie. Donc il y aurait évidemment une amélioration, mais on ne va pas diviser par 3 ce coût grâce à ça. Le deuxième grand poste, 35%, plus important que le CAPEX lui-même d'investissement, c'est la matière première. Ici, on inclut les matières organiques amont et leur gestion aval, donc ce qu'on appelle les digestats qui vont être répandus sur les sols agricoles. 35% donc, un coût quasiment incompressible. Parier sur une diminution de ce coût, ça équivaudrait à parier sur le fait que le blé ou les pommes de terre vont coûter beaucoup moins en 2030 qu'aujourd'hui, ce qui a priori n'arrivera pas. Et le troisième poste, tout ce qui est exploitation, maintenance, donc main-d'œuvre, énergie nécessaire au process. 35%, les 35% restants, alors on a une image assez simple à retenir qu'on peut résumer en 3 tiers, mais voilà la raison pour laquelle il est difficile d'attendre des économies, des améliorations de coûts importantes pour le futur. Alors maintenant je vais venir au biogaz de manière plus générale. Le biogaz c'est plus que de l'énergie. Le biogaz d'abord, un rappel, c'est le biogaz et le gaz en général, c'est une énergie de qualité. On va vers un panorama où on nous parle beaucoup d'électrification à 100%, le tout électrique. Pas oublier que le facteur de charge de panneaux solaires en Belgique c'est 10% et les éoliennes c'est 26%. On est en biométhanisation avec des facteurs de charge de 90%. C'est-à-dire que c'est une énergie qui va fournir une vraie base et qui, à la demande, peut aussi fournir une flexibilité. Aujourd'hui, on n'est pas sur une grande flexibilité des unités de biométhanisation pour des questions de rentabilité. Elles ont un intérêt à fonctionner le plus possible et elles ont la possibilité de le faire comme on le voit ici. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible d'installer des capacités de valorisation du gaz, que ce soit en électricité ou en épuration, pour produire à la demande sur des pointes.
Le deuxième point, c'est donc le stockage, un avantage tout à fait important. Et là, les chiffres sont presque sont choquants, parce qu'on parle beaucoup dans la presse toujours de batteries. Et bon, Tesla fait beaucoup parler d'eux, c'est une grande qualité qu'ils ont, je pense. Il n'empêche que si on regarde le coût au mégawattheure d'énergie stockée en investissement pour de la batterie, on est de l'ordre de la centaine de milliers d'euros, plusieurs centaines de milliers d'euros par mégawattheure, 434 000 pour le système de batterie géante en Australie dont on a beaucoup entendu parler. Quand on parle d'un stockage de gaz, on est ici à 70 euros sur l'exemple concret. Entre 70 et 434 000 euros, il y a quand même une belle marge de différence. Donc le gaz a un vrai avantage et une vraie carte à jouer avec des infrastructures qui en plus sont déjà existantes en grande partie. Et enfin, le biogaz va avoir un effet tout à fait important sur l'aspect gaz à effet de serre, qui est devenu vraiment le fer de lance du combat climatique, disons. Et là, un mégawatt installé, alors électrique, de biogaz va avoir un effet sur les gaz à effet de serre très important. Alors on a calculé ça avec des méthodes approuvées, disons. Et donc on va parler de 140 000 tonnes par an de CO2 équivalent en moins pour une installation d'un mégawatt. En partie parce qu'elle fonctionne beaucoup plus de temps que les autres, et aussi parce que on va éviter des émissions de certains produits. Alors voilà, ce potentiel de 15 TWh, si on le met en place, on va pouvoir répondre à 80% du besoin d'énergie renouvelable entre 2020 et 2030. Sur le chemin à parcourir 2020-2030, l'effort à fournir, 80% serait apporté par le biogaz si tout était mis en œuvre. Ça donne une ordre de grandeur sur le potentiel. Enfin, le biogaz, en plus d'être une énergie de qualité, ce qui doit être rémunéré par rapport à 1 kWh en sortie d'éolienne, c'est un grand vecteur d'économie circulaire. On parle d'économie circulaire au niveau de l'agriculture, on parle d'un aspect de recyclage, d'un aspect de gaz à effet de serre et d'environnement au sens plus large. Et là, un autre chiffre très important, sur l'effort à fournir en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre 2020-2030 à nouveau, cette fois-ci sur le critère gaz à effet de serre, le biogaz répondrait à 88% de la réduction à fournir. Si, encore une fois, tout le potentiel était mis en œuvre. Donc on est vraiment sur une énergie complète qui propose un nouveau modèle, en tout cas d'économie circulaire pour les zones essentiellement rurales, où tous ces engrenages peuvent se mettre en route pour énormément d'avantages. La difficulté de ces avantages, c'est de les chiffrer. Parce que c'est facile de compter de l'énergie et de la vendre sur un prix de marché. C'est plus difficile de quantifier tous ces avantages multiples, diversification agricole, etc. Pour le moment, un bureau d'études en France a proposé une méthodologie, est arrivé à une conclusion que toutes ces externalités, tous ces effets positifs valent entre 40 et 80 euros par mégawattheure. Si vous vous souvenez de mon coût de production qui est de l'ordre, on va dire, de 80 euros, vous retirez le prix du gaz à 20, il reste 60 à combler. Ici, on a ces 60 euros par mégawattheure. Donc, ça veut dire que véritablement, le biogaz, s'il est payé pour tout ce qu'il fait véritablement, vaut la peine et devient compétitif dans une société en transition. Je crois qu'on doit accélérer. Je vois Bjorn qui nous regarde bizarrement. Je vais aller très vite sur la petite histoire du biogaz, parce que ce que je viens de vous dire, ça peut rester abstrait. Je vais vous donner un cas concret de ce que ça donnerait. Alors, ce cas concret, c'est une unité de 400 normomètres cubeurs qui serait installée sur une commune dans le sud du pays de 16 000 habitants. Et cette installation, elle pourrait fournir 2/3 du gaz consommé sur cette commune en distribution. Alors cette unité, elle aurait besoin de 2 millions d'euros par an de soutien, c'est-à-dire ce qu'il y a à combler entre le prix du gaz et le coût de revient de ce biométhane, c'est 2 millions d'euros par an.
Alors, ça peut sembler peut-être beaucoup. Dans un premier temps, on peut se dire 2 millions d'euros, quand même, ça coûte cher. Alors voilà notre unité de biogaz. Tout d'abord, il faut rappeler que cette unité de biogaz, elle va coûter 10 millions d'euros à peu près. Elle va coûter 10 millions d'euros et il ne faut pas oublier que plus de la moitié de cet investissement va être dépensé dans une économie locale, pour des entreprises locales. Une biométhanisation, c'est du béton, c'est des tuyaux, c'est des pompes. C'est des choses qui se font assez localement. Il n'y a pas une importation d'une technologie particulière. En termes de maintenance, il n'y a pas là j'ai mis O et M, c'est uniquement la maintenance en réalité. On parle de 200 000 euros par an. À nouveau, c'est de l'argent qui va ruisseler localement, qui va ruisseler pour des sociétés de maintenance. Ça va ensuite créer 6 emplois non délocalisables, très importants. C'est une énergie qui est vraiment intensive en création d'emplois. Et des emplois non délocalisables. Donc il ne s'agit pas d'acheter un produit manufacturé dans des pays d'Asie, mais bien de faire travailler et de réimplanter de l'emploi en zone rurale de plus. Cette unité, elle va être alimentée avec des résidus agricoles, elle va être alimentée également avec des cultures intermédiaires, de l'herbe de prairie et ce genre de cultures. Et tous ces flux vont représenter un flux d'1 million d'euros environ par an. 1 million d'euros, à nouveau, c'est de l'argent qui va ruisseler sur le monde local, en transport, sur l'agriculture, etc. Ici, on a représenté M. Gérard, qui va, on va dire, représenter le collectif des agriculteurs participant au projet. Tous ces agriculteurs vont économiser, grâce au digestat généré par la station, 120 000 euros en fertilisant par an, encore un effet supplémentaire. Et M. Gérard, en plus de faire ses économies de fertilisants, il va être payé parce qu'il va amener des matières, parce qu'il va aller les épandre sur les champs. Et du coup, ça va lui amener une source de revenus qui va lui amener une vraie diversification pour l'avenir, à l'heure où on parle de refonte de politique agricole commune. Et puis, ça va lui donner des idées, par exemple. Ça va lui donner l'idée de convertir une partie de sa production en bio et faire de la vente directe pour sa commune. Et donc, on va encore être une fois sur des aspects bénéfiques vraiment au niveau local. Donc, voilà, on l'a résumé ici en économie circulaire, Better Food. Alors, les Dupont qui vivent dans cette commune vont être très contents de tout ça. Ils vont pouvoir aller acheter à manger chez Monsieur Gérard. Monsieur Gérard, en plus, cette unité va avoir le côté positif de stocker 600 tonnes de carbone uniquement pour la partie dans les sols. 600 tonnes, donc c'est plus de 2000 tonnes de CO2 équivalent par an. Et enfin, le dernier point, qu'est-ce que cette unité va générer? Cette unité elle va générer 3 millions de mètres cubes de méthane à l'année, 35 000 MWh. Ça va répondre à une diminution de gaz à effet de serre de 10 000 tonnes. 10 000 tonnes de CO2 par an, c'est 1250 personnes en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Pour remettre l'ordre de grandeur, on parle de 1250 personnes ici sur 16 000. On parle donc d'annuler les gaz à effet de serre de 8% de la population avec une unité de production de biométhane. Donc c'est extrêmement important. Les importations de gaz naturel vont diminuer de 700 000 euros, bonne nouvelle pour la balance commerciale. Et enfin, les Dupont vont pouvoir se chauffer à l'énergie renouvelable et au biométhane. Et la boucle est bouclée et on a vraiment un projet vertueux au point de vue local. Voilà ce que j'ai à vous dire sur le biogaz. Bjorn, je vais accélérer. Welke conclusies wij kunnen trekken van dit verhaal? Dus we hebben gezien dat er is een belangrijke potentieel in België om onze energie- en klimaatdoelstellingen te behalen. Eerste punt. Dan we hebben gezien dat close to bijna 70% van dit potentieel kan worden geïnjecteerd in het aardgasnet in België. Als we het globale verhaal van biomethaan bekijken, dan zien we met alle die externaliteit dat het echt een meerwaarde heeft voor de maatschappij. Dan moeten wij ook bevestigen dat de markt vandaag is gestart. Er is een operationele site. Er zijn drie projecten voor 2020 op komst. Dus dat is een levend verhaal. En we moeten ook rekening houden dat het feit dat invoer van biomethaan via Green Gas certificaat, dat is al een realiteit in België dankzij de Green Gas Register. Maar daarvoor moeten wij ook een ondersteuningssysteem hebben, ondersteuningsmechanismen hebben, die maakt het mogelijk dit potentieel in echte groene energie te veranderen. Dus u ziet dat het bestaat al voor green electricity. En dan
ja, we moeten een nationale actieplan uitwerken voor biogas en biomethaan in België. En hoe kunnen wij dat doen, die nationale actieplan? Eerst en vooral moeten wij die zones van agrarisch belang definiëren, identificeren en definiëren. Dus je ziet, er zijn zones van intensieve teelt, zones van gewassen en dan ook zones met weides. Dan moeten wij ook die zones karakteriseren. En daar ziet u, er is een bepaalde ruimteverdeling, een sociologische profiel van de landbouwer, ook de bestaande economische situaties, ook de agronomische aspecten, de kwaliteit van de bodem, van het bodem. En dan zo kunt u een reeks type profielen van biomethanisatie-eenheden definiëren. Dan derde, dat is echt belangrijk, we moeten die verschillende modellen budgetteren. Dat is niet zo evident. U hebt kleine installaties, grotere installaties en dan moeten wij ook zien of het mogelijk is eventueel demonstraties, zitten, projecten te ontwikkelen. Vierde aspect, ook een belangrijk aspect, we moeten alle die positieve externe effecten kwantificeren. En die effecten zijn heel belangrijk. U hebt effect op het vlak van hernieuwbare energie, effect op het vlak van jobs, creatie, landbouw, maar ook milieu, CO2-uitstoot. Vijfde punt, dan moeten wij dat planifiëren, maar ook op een structurele manier. Dus prioritiseren, spreiden. Dus dat is niet zo eenvoudig. En dan denk ik, wat heel belangrijk is die werk te doen in samenwerking met de overheid. U weet dat het echt van belang is nu in de verschillende politieke verklaringen van de gewest, is er een deel voor biomethaan. Men spreekt over biomethaan. Dan moeten wij samenwerken met de overheid om die actieplan te ontwikkelen. Dat is echt een uitdaging voor de komende maanden. Voilà, ik dank u voor uw aandacht. Avant que je ne termine, je te laisse encore la parole pour une petite promotion brève. Voilà, pour une petite promotion, Valbiome. sinon je vais me faire disputer par notre responsable de communication. Donc, le 26, 27, 29, la première semaine du biogaz belge, donc en partenariat avec Biogaz et VCM. On vous invite évidemment chaleureusement à venir nous retrouver le 26 novembre, rencontre de la biomasse à Liège, sur des sujets dont certains sont communs avec cette journée. Et puis il y a les jours du 27 et du 29 où il y aura aussi des visites techniques, donc important pour ceux qui ont envie d'aller voir des unités sur le terrain, et puis des sujets plus spécifiques sur les digestats notamment et leur gestion en biométhanisation. Voilà, avec la participation de tout un tas de monde intéressant, hein, comme vous voyez ici. Et donc, si vous voulez venir, les inscriptions sont encore ouvertes. Voilà, merci. Merci. Didier, Mathieu, restez encore un moment. Thank you very much for the presentation of the results of your study. Ladies and gentlemen, you can always go to slido.com or use this QR code to interact and to get your questions through. I think we have a question for you regarding the study. Can we see it? In hoeverre wordt bij het potentieel van biogas rekening gehouden met de noodzaak eventueel van de afbouw van de veestapel? Donc tout ce qui est diminution de l'élevage intensif. Donc la question c'est est-ce qu'on en tient compte dans l'étude? Je dirais qu'on ne va pas aussi loin dans le détail dans l'étude. Sur au fond l'évolution de la demande, aussi de la demande de viande par exemple, ce genre de choses. Mais on n'analyse pas ce point-là dans l'étude, donc on ne va pas aussi loin. Mais ce que l'on compte faire dans on est en train de le faire, donc c'est je dirais un affinement de l'étude pour les prochains mois. On va jouer sur un certain nombre de critères de sensitivité, faire un peu varier les paramètres et voir comment est-ce qu'on peut encore, je dirais,
affiner les chiffres de l'étude. Et par rapport à ça, c'est un paramètre dont on ne va pas tenir compte dans l'étude de sensitivité. Non. Mais je pense que c'est quelque chose qui vaut effectivement la peine. Il faut en tenir compte, mais ce n'était pas l'objet de cette étude-ci. Mais effectivement, c'est un élément dont il faut tenir compte dans le futur, effectivement. Mais j'ajouterais juste que ça pourrait tout à fait venir en 2020 sur plusieurs scénarios 2050 en termes d'allocation des terres, dont un des Oui. scénarios pourrait être effectivement la diminution de produits écarnés, tendance qui est déjà en marche depuis les années 2000. Quoi. Okay, thank you very much, Didier and Mathieu.